Hi bien, salut à tous, c'est Graven pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui nous nous retrouvons pour un nouveau tutoriel dans lequel on va voir ensemble comment créer un jeu en 2 dimensions grâce au langage Python et au module Pygame qu'on a déjà vu sur la chaîne. L'objectif d'aujourd'hui va être de créer un jeu un petit peu comme Pokémon avec un joueur qui va pouvoir se déplacer, entrer dans des bâtiments mais également une carte sur laquelle on va pouvoir avancer et on va pouvoir interagir avec le décor. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner à la chaîne avec toutes les notifications, ça m'aide beaucoup et ça m'encourage pour la suite. Bien, ceci étant dit, vous aurez bien sûr besoin de Python pour avoir l'interpréteur pour exécuter du code Python, ainsi que le logiciel PyCharm que je vous recommande. Si vous n'avez pas ces outils, je vous mettrai un lien dans la description avec un petit tuto d'installation, comme ça tout le monde part sur de bonnes bases et je peux expliciter la partie installation dans les moindres détails. Bien. On est parti. On va tout de suite se créer un nouveau projet qu'on va appeler par le nom de notre jeu. Par exemple, je vais l'appeler Pygamon, qui est la contraction de Pygame et Pokémon, tout simplement. Donc à ce niveau-là, vous pouvez choisir l'interpréteur de votre choix. Je vais partir sur celui qui est directement intégré dans la partie installation et on va faire Create. Donc là, le dossier c'est bel et bien créé. À l'intérieur, on va pouvoir y ranger tout ce qui va concerner notre jeu, aussi bien le code de chacune de nos entités que la partie assets qui vont être les ressources nécessaires comme les images, les décors, la carte, les jeux de tuiles et ainsi de suite. Avant d'attaquer le code en lui-même, on va devoir installer quelques prérequis pour pouvoir utiliser des modules pour créer et se faciliter le développement du jeu. Pour ça, vous allez vous rendre tout en bas de votre IDE dans Terminal et on va installer 3 modules. Le premier s'appelle Pygame, vous l'avez sûrement déjà vu sur la chaîne, c'est lui qui va permettre de créer le jeu en 2 dimensions. Donc on va faire ici pip espace install espace Pygame, comme ceci. Vous appuyez sur Entrée et ça va installer ce module. Si toutefois vous avez des problèmes sur cette étape, je vous ai mis un petit tuto dans la description pour régler les potentielles erreurs qu'il pourrait y avoir avec l'outil pip de Python. Deuxième module nécessaire, on va utiliser PyTMX car comme on va créer des fichiers pour générer la carte et se faciliter la vie, ces fichiers seront sous le format TMX et il faut dire à Python hey, j'ai la carte sous le format TMX, est-ce que tu peux l'importer dans le jeu? J'ai besoin de m'en servir. Pour ça, on va faire un coup de pip install et il s'appelle PyTMX, comme ceci. Pareil, vous appuyez sur Entrée et vous installez cet élément. Troisième module très utile, c'est lui qui va permettre de contrôler le zoom de la caméra et le déplacement de cette dernière sur le décor. Donc là, on va faire encore pip install et il s'appelle PyScroll, comme ceci. On installe et on est bon. Parfait, on a maintenant tout ce qu'il faut pour créer notre jeu dans de bonnes conditions. Si vous voyez que je vais trop vite dans ce tuto, n'hésitez pas à mettre en pause ou à changer la vitesse de lecture en plus rapide ou moins rapide selon votre niveau et vos besoins en termes de lecture. Donc là, on peut réduire cette fenêtre et on va se créer un premier fichier main.py qui va permettre de générer la fenêtre du jeu. Donc là, on va faire un clic droit sur le dossier Pygamon et faire ici un nouveau fichier Python, Python file. Donc je vais l'appeler main et là vous n'avez pas besoin de mettre l'extension py, ça reconnaît que c'est un fichier Python. On fait entrer et ça va le générer. Donc là au début de ce fichier on va commencer par importer notre module Pygame. Pour ça on va faire import et le nom du module Pygame, comme ceci. Donc quand on importe le module Pygame dans le fichier principal, on doit initialiser les composants qui le comportent. La gestion des sprites, les collisions et tout ça. Donc là il faut juste faire pygame.init. Et ça, vous le faites uniquement dans le premier fichier main.py. Pas besoin de le faire dans les autres. Un petit peu plus bas, on va ensuite se créer la fenêtre du jeu. Pour créer la fenêtre du jeu, c'est très simple. On récupère le module Pygame et à l'intérieur, on va trouver un composant display qui permet de gérer tout ce qui va être l'affichage. Et dans l'affichage, on retrouve une méthode setMode qui va permettre de changer les paramètres de notre jeu et de la fenêtre en elle-même. Par exemple, en argument, on peut spécifier un tuple en mettant des parenthèses comme ceci. Et là, je vais dire que la taille de la fenêtre, ce sera du 800 pixels en largeur par 600 pixels en hauteur. Si vous voulez mettre 1920 par 1080, vous pouvez également le faire. Aucun souci à ce niveau-là. Juste en dessous, on peut ensuite refaire la même manip, pygame.display,
mais cette fois-ci faire un set caption qui ici permet de changer le titre de la fenêtre. Donc là, entre guillemets, je vais mettre le nom de mon jeu. Par exemple, je vais l'appeler Paigaemon-aventure, comme ceci. Donc là, si vous contentez de faire ceci, ça risque de ne pas fonctionner. Regardez, je vais faire un clic droit sur mon projet main.py, run main, et on peut voir que la fenêtre du jeu s'ouvre et se referme instantanément. C'est simplement dû au fait qu'on doit la maintenir éveillée, puisque comme il n'y a rien qui se passe dessus, le jeu, il se ferme tout seul. On va rien faire sur le jeu. C'est pour ça que en dessous, un peu plus bas, vous allez faire la boucle du jeu qui va permettre de maintenir en activité cette fenêtre et d'actualiser les composants à l'intérieur. Pour ça, en général, on va se créer une petite variable running qui est par défaut égale à true, puisque par défaut, la fenêtre du jeu est bien active, et c'est que quand on va fermer l'onglet, qu'elle va se fermer et que le jeu va s'éteindre. Donc pour ça, c'est très simple, on va faire une boucle while pour que tant que la fenêtre est active, on fait différentes choses. Donc là, ce qu'on fait en général, c'est qu'on récupère tous les événements actifs sur le jeu en faisant une boucle for des événements depuis pygame.event.get, ça nous liste les événements, et si on détecte que l'événement courant qui est de type pygame.quit est activé, ça veut dire que le joueur a tenté de fermer la fenêtre en cliquant sur la petite croix. Cela veut dire qu'il faut repasser running sur false et que la fenêtre va se fermer. Sinon, vous ne pourrez jamais fermer la fenêtre et c'est un peu embêtant. Une fois que la fenêtre sera fermée, on passe après la boucle while et ici, on va faire pygame.quit pour quitter le jeu en lui-même et ça va s'éteindre. Attention toutefois, si c'est votre première expérience en Python, vous voyez qu'ici, il y a des espaces qui se sont placés devant chaque ligne. Ça a un sens particulier. Ça veut dire que running égale false est à l'intérieur de cette condition, qui est à l'intérieur de la boucle for, qui elle-même est à l'intérieur de la boucle while. Donc en fait, on a cet effet d'imbrication de code dans un autre code. Et le seul moyen de dire en Python que quelque chose est à l'intérieur, c'est de mettre cet espacement. Donc ça, c'est la touche tabulation sur votre clavier, mais ne mettez pas d'espace en plus, sinon vous aurez des erreurs et on sera obligé de les résoudre sur le Discord, ce qui est un peu embêtant. Bien, ceci étant dit, on peut maintenant tester. C'est parti, je lance mon jeu avec la petite flèche verte et regardez, la fenêtre s'est bel et bien générée avec le nom du jeu, les bonnes dimensions, 800 par 600, et elle reste bien ouverte. Si maintenant je ferme en cliquant sur la croix, ça fonctionne parfaitement. On va pouvoir passer maintenant à la deuxième étape de cette vidéo. Ça va être de créer et de dessiner la fameuse carte qu'on va ensuite injecter dans cette fenêtre. Pour ça, on va utiliser un outil gratuit qui s'appelle Tile, qui permet de dessiner des cartes pour notre jeu. On peut même l'intégrer sur d'autres outils que Python, par exemple sur Unity ou même plein d'autres. Et donc ça, on peut le télécharger. Vous avez le lien en description. Vous cliquez sur Download Now. Si vous souhaitez faire un don, vous pouvez le faire. Moi, je vais juste télécharger comme ça. Et là, on choisit la version adéquate à notre système d'exploitation. Pour ma part, je suis sur Windows 64 bits. Le téléchargement, c'est bel et bien fini. On peut maintenant cliquer sur l'exécutable et procéder à la partie installation. Donc là, on fait suivant à ce niveau-là. On accepte la licence, suivant également, puis install. Donc voilà, l'installation a pris quelques instants. Je vais maintenant pouvoir rechercher ici le logiciel Tile, comme ceci, et on va le lancer. Donc là, on va commencer par créer ici une nouvelle carte et on va pouvoir choisir les paramètres. Donc je vous propose de mettre ici 50 tuiles et on va mettre des tuiles de 16 par 16 à ce niveau-là. Vous pouvez tout de suite réajuster au besoin. Moi, je vais l'enregistrer tout de suite dans le dossier de mon projet. Donc si vous ne savez pas où c'est très simple. Vous revenez sur PyCharm et vous allez simplement faire un clic droit sur le dossier Pygame, puis Copy Path. Donc on copie le chemin absolu, ce qui va nous permettre ensuite de le retrouver directement ici. Donc là, je me retrouve à l'intérieur de mon projet. Donc on peut lui donner un nom, je vais l'appeler par exemple carte. Et on peut voir que c'est un fichier en .tmx. Donc j'enregistre ça. Et donc là, on peut voir que ça m'a généré la carte vierge pour l'instant. Mais là, vous allez me dire, ok Graven, c'est bien beau tout ça, mais moi je suis pas graphiste, je suis pas designer. Alors comment je fais si j'ai envie de créer mon jeu et d'avoir mes ressources et les mettre? Eh bien, je vais les fournir pour cette vidéo, puisque je travaille depuis quelques semaines avec un designer qui s'appelle Still6. Donc vous avez cette page dans la description. Et je lui ai proposé de créer plusieurs packs d'assets qui sont gratuits. Donc il y en a un qu'on utilisera pour une autre vidéo si cette vidéo-là vous plaît et qu'elle fait
plein de petits pouces bleus. Mais en attendant, nous on va utiliser RPG Nature Tileset, qui est un pack d'assets gratuit avec différents morceaux d'environnement naturel. Vous pouvez vous rendre sur cette page et venir télécharger ceci. On peut lui faire un petit don si on veut. Et là, moi je vais prendre le premier RPG Nature Tileset. Donc une fois que vous avez téléchargé cette image, vous allez la prendre et la glisser directement dans votre dossier Pygamon. On l'appelle par exemple Nature Set. Je fais OK. Et là, regardez, elle s'est bien ajoutée. Donc à l'intérieur, on a des arbres, de l'eau, de la verdure, des chemins. Voilà, on a vraiment tout ce qu'il faut pour construire le jeu facilement. On peut maintenant revenir sur Tile. Et là, vous allez cliquer sur Nouveau jeu de tuiles. Donc maintenant qu'on l'a téléchargé dans notre dossier Python, il va falloir l'importer. Donc là, on met le nom qu'on veut, par exemple Nature, comme ceci. Et il va nous demander la source de ce jeu de tuiles. Donc vous faites Parcourir. Et là, vous allez coller à nouveau le chemin qu'on avait copié tout à l'heure et on retrouve ici notre Nature 7. Donc on peut l'ouvrir à ce niveau-là. Alors attention, ne cliquez pas tout de suite sur enregistrer sous, puisqu'il nous reste une étape importante qui risque de vous embêter par la suite. Il faut que notre jeu de tuiles soit transparent et ça c'est quelque chose qu'on néglige assez souvent. Donc pour ça c'est très simple, vous avez ici utilisé la couleur transparente, vous allez cliquer sur le petit carré transparent ici et on va choisir la couleur de transparence directement sur notre jeu de tuiles, donc à l'endroit où il n'y en a pas. On peut maintenant cliquer sur enregistrer sous et là on va pouvoir enregistrer cette fois-ci notre fichier nature en .tsx. Donc je fais enregistrer et là on est bon. Donc si maintenant vous revenez sur carte.tmx, on peut voir qu'on a bien notre jeu de tuiles qui s'est importé sur Tile. On peut maintenant s'en servir pour dessiner notre carte. Et c'est justement ce que nous allons faire tout de suite. On va commencer par renommer le calque par défaut qui s'appelle calque de tuiles numéro 1 en double-cliquant dessus et vous allez l'appeler background puisque ça va être le calque d'arrière-plan. Le fait de créer plusieurs calques va permettre de séparer les différentes couches de travail. On aura un calque background, un calque avec la route, un autre calque avec les murs, un autre calque avec les décorations, les arbres, etc., etc. pour vraiment séparer les différentes parties de notre décor. Donc là, sur ce calque background, on va mettre l'herbe qui sera en arrière-plan. Pour ça, on va venir la sélectionner dans notre jeu de tuiles. Donc là, il faut zoomer un petit peu en faisant CTRL et la molette. Et vous allez rester appuyé pour sélectionner les tuiles qui vous intéressent. Donc là, j'en ai sélectionné plusieurs. Et regardez, maintenant, sur ma gauche, je peux très bien venir les placer. Donc soit je les place comme ça, étape par étape, et ça risque d'être très long. Soit sinon, je peux faire encore plus simple. Je peux utiliser l'outil de remplissage à ce niveau-là. Et donc là, si je l'utilise, regardez, ça va me permettre de remplir toute la surface en un seul clic, ce qui nous fait gagner énormément de temps à ce niveau-là. Là, on a déjà notre premier calque qui est prêt. On va s'en créer un deuxième pour les murs qui seront tout autour de cette carte. Donc vous allez faire un clic droit en dessous du calque et faire nouveau calque de tuiles. Et cette fois-ci, on va l'appeler walls puisque ce seront les murs. Donc les murs, on va les retrouver à ce niveau-là. Le plus simple, c'est de sélectionner les deux qui sont ici et après de venir ajuster pour avoir des détails plus spécifiques. Et là, on va se replacer sur l'outil de tampon, soit pour les mettre du coup un par un. Comme ça, on va construire notre mur, ou alors on peut utiliser un autre outil sur Tile qui permet de pouvoir remplir une sélection de surfaces bien spécifiques avec les murs qu'on a récupérés ici en tuiles. Donc là par exemple, je vais pouvoir utiliser l'outil juste après l'outil de remplissage. C'est un outil de remplissage de forme et en utilisant cet outil, je vais pouvoir faire une sélection jusqu'en bas et regardez, en même temps de sélectionner, ça me rajoute les tuiles. Donc là regardez, à chaque fois que j'en mets, ça en rajoute. Si je me suis trompé, je peux revenir en arrière en faisant la touche CTRL plus Z et voilà, je vais pouvoir comme ça faire mes différents murs. Parfait. On passe maintenant au troisième calque qui va contenir de l'eau puisqu'on va faire une sorte de petite rivière qui va couler le long de notre carte. Donc là, il faut sélectionner sur notre jeu de tuiles cet élément. Et pareil, on se crée un nouveau calque de tuiles, water, comme ceci. Ça va me permettre de dessiner comme ça une petite rivière. Alors je la fais carrée tout simplement car ce sera plus simple pour nous à gérer pour les collisions, mais je vous ferai sûrement une deuxième vidéo si ça vous intéresse. On peut maintenant passer au quatrième calque qui va être la route qu'on va dessiner. Donc là il n'y aura pas de collision avec la route, donc on peut reprendre des choses à la main. Donc c'est pareil, nouveau calque de tuiles, je vais l'appeler Path
que c'est un chemin. On revient sur le tampon et là, je vais prendre des petits bouts à ce niveau-là pour dessiner le chemin que je souhaite. Donc là, je peux faire un truc un petit peu tordu, voilà. Il va passer ici, tac, voilà. Donc vous dessinez tranquillement votre chemin. Parfait. Je vais le refaire passer dans la rivière. Et on va le faire rejoindre ici et le faire sortir ici, où on mettra par la suite ici une petite maison, comme dans Pokémon, où on peut rentrer à l'intérieur. Parfait. Donc voilà pour le chemin. Prenez votre temps si vous voulez un truc plus détaillé. Vous avez ici, regardez, des morceaux de chemin avec un peu d'herbe. Donc si vous voulez faire les petites transitions, les petits détails, vous pouvez prendre votre temps pour faire ça dans de meilleures conditions. Parfait, donc vous enregistrez bien ceci et on peut maintenant retourner sur notre code. Alors quelque chose d'important, lorsque vous développez un jeu, évitez, comme on le voit dans beaucoup de tutos, de mettre la blinde de code dans un seul fichier. On va essayer de découper ça en plusieurs entités pour que ce soit simple pour vous et que ce soit conventionnellement correct. Donc pour ce faire, vous allez vous rendre en dessous du PyGameInit et on va se créer une classe qui va représenter le concept de notre jeu. Donc classe game, on va l'appeler, 2 points, et à l'intérieur, je vais définir init. Vous écrivez init et vous faites entrée. Et donc ça, c'est la fonction qui se fait au chargement de notre jeu, dans laquelle on va mettre tout ce qui va concerner le jeu en lui-même. Donc par exemple, ici, on a créé la fenêtre du jeu. Soit vous le faites en dehors, dans une autre classe window, soit on le met à l'intérieur pour se faciliter la vie. Donc vous sélectionnez ici le code qui correspond à la fenêtre et vous allez appuyer 2 fois sur la touche tabulation pour indenter ça et que ce soit à l'intérieur de init. On va se créer en dessous une autre méthode qui va s'appeler run, comme ceci. Et à l'intérieur, cette fois-ci, on va mettre tout ce qui concerne la boucle du jeu qui va être exécutée. Donc pareil, vous le sélectionnez, 2 fois l'indentation. Et là, on est bon. Donc si vous mettez une petite erreur, c'est que là, il faut rajouter un espace. Mais a priori, c'est tout ce qu'il nous faut à ce niveau-là. Alors vous allez me dire, ok Graven, c'est bien beau tout ça. Mais là, ce que tu nous fais, c'est pas forcément correct. Parce que la classe game, dans main, ça n'a pas trop de sens. Donc là, vous allez faire un clic droit sur le dossier PyGameon, New Python File, et on l'appelle Game. Et c'est à l'intérieur de ce fichier qu'on va venir répertorier la classe Game. Donc vous pouvez la sélectionner et faire CTRL X. Ça va copier et supprimer et on peut le coller à ce niveau-là. Donc bien sûr, il faudra ici réimporter au début du code le module PyGame, sinon il ne le reconnaît pas. Et dans main, il faudra bien sûr instancier cette classe game pour qu'elle soit appelée ainsi que sa méthode run. Donc là, je vais simplement faire le mot main, entrée, qui va me permettre de générer la base du module pour pouvoir à la fois charger le pygame.init pour les composants et en dessous, on va faire game égale game pour venir instancier cette classe. Donc là, ça nous dit qu'il ne la trouve pas parce qu'il faut l'importer. Et après, une fois que je l'ai, je peux faire game.run pour exécuter ceci. On essaye. Je lance le jeu, je le redémarre et là on peut voir que j'ai bien la fenêtre qui s'est ouverte. Maintenant vous allez me dire mais comment on va intégrer cette fameuse carte.tmx qu'on a là pour qu'elle soit à l'intérieur de cette fenêtre? Et bien justement le module PyTMX qu'on a intégré tout à l'heure va permettre d'absorber tout ce qu'il y a dans le TMX et l'ajouter dans cette fenêtre. Donc ce que vous allez devoir faire, ça va être d'importer au début du code le module PyTMX comme ceci. On va importer aussi le module PyScroll, comme ça on l'aura directement dans la foulée. Et maintenant, dans Game, dans le init, on va pouvoir faire la procédure pour aller charger ce fichier. Donc tout d'abord, sachez que le setMode qu'on a ici nous permet certes de définir la taille de la fenêtre, mais nous renvoie la surface qui est notre fenêtre. Donc là, on peut déjà enregistrer ça dans self.screen. Le mot self ici permet de pouvoir ranger des éléments à l'intérieur de l'objet courant pour ensuite pouvoir les récupérer, les modifier ou faire autre chose. Self, c'est un petit peu l'objet courant dans lequel on met des trucs. Donc là, maintenant, on peut sauter de ligne et ici, on va tenter de charger la carte qui est pour l'instant en format TMX. Donc là, vous allez vous faire une variable tmxData qui sera égale à pytmx.utilpygame.loadPygame et donc là ça va nous permettre ici de spécifier le fichier qui contient cette fameuse carte, sachant que le chemin ici est à la racine, donc je peux directement mettre le nom ici carte.tmx, comme ceci. Un petit peu plus bas, on va ensuite récupérer les données de ce TMX pour extraire la fameuse carte qui nous intéresse. Donc je vais l'appeler mapData et c'est égal à PyScroll qui gère aussi cette dynamique,
data.tiledMapData. Donc vous voyez qu'avec PyCharm, il vous propose directement des raccourcis pour éviter de faire ça à la main et vous gagnez comme ça un petit peu de temps. Entre parenthèses, je vais spécifier le TMX data. Et maintenant que j'ai ce map data, je vais pouvoir aller charger les différents calques qu'on a créés à l'intérieur de cette carte en faisant une variable mapLayer cette fois-ci qui va contenir tous les calques regroupés. Donc je fais un pyscroll.orthographic.bufferedRenderer. Et donc là, je dois préciser deux paramètres. En premier, le map data et en deuxième, quelle est la surface sur laquelle je vais dessiner tout ça. Donc moi, j'ai fait un self.screen à ce niveau-là et je vais faire un get size pour récupérer sa taille en largeur et en hauteur. Donc à partir de maintenant que j'ai mon map layer, je vais pouvoir assembler tous les calques de tuiles pour créer un groupe et ce groupe va être ensuite dessiné. Donc c'est parti, on va dessiner le groupe de calques. Je vais directement le ranger dans self.group pour y avoir accès par la suite. Et on va faire pyscroll group. Et là, je vais lui donner un map layer qui sera map layer. Et même le deuxième paramètre qu'on pourra modifier un petit peu par la suite, c'est le default layer qui va permettre de donner la position du calque par défaut. Et ça peut être utile quand on voudra mettre le joueur à un certain niveau de calque pour pas qu'il soit derrière l'eau et pour pas qu'il soit au-dessus des arbres par exemple. Donc par défaut, vous mettez 1, on le changera sûrement par la suite. On va pouvoir maintenant se rendre dans le run et dans le while running, c'est ici qu'on va récupérer le self.group pour dessiner directement les calques. Donc je vais dessiner les calques sur mon screen, self.screen. Attention, on est bien dans la boucle. Si vous le mettez en dehors, ça se rafraîchira tout simplement pas. Il faut bien sûr faire un coup de pygame.display.flip pour actualiser tout ça directement en temps réel et à chaque tour de boucle. On essaye, je relance le jeu, c'est parti. Et là, on peut voir que ma carte est désormais chargée sur ma fenêtre de Pygame. Donc ça fonctionne parfaitement. Donc si par exemple je zoome un petit peu, je vais juste faire ici un coup de mapLayer.zoom. Et si par exemple je mets un zoom de 2, regardez ce qui se passe quand je relance. Vous allez voir que j'ai zoomé en 2 fois plus gros. Donc ça rend ce résultat qui est plutôt pas mal. Bien, on en a fini avec la création de la base de la carte. On va la reprendre tout à l'heure, mais je la mets de côté pour le moment. Et on va se concentrer sur notre fameux joueur qui va évoluer sur cet environnement. Pour ça, vous n'allez pas vous amuser à dessiner le joueur. Je vais vous fournir, comme d'habitude dans la description, une petite image. Donc là, c'est un player spreadsheet. Un spreadsheet, c'est une seule image qui contient déjà plein d'animations avec le joueur qui regarde dans différentes directions. Pour ce faire, vous allez faire un clic droit sur l'image, enregistrer l'image sous et on va directement la mettre dans le dossier du projet en l'appelant player comme ceci. Donc je l'enregistre et si maintenant je retourne sur PyCharm, j'ai cette image qui s'est ajoutée. On va maintenant pouvoir se créer la classe pour gérer le joueur qui va se charger également de découper cette image. Donc je vais faire un clic droit sur le projet, New, Python File et on va l'appeler Player. Comme ceci. Donc comme d'habitude et comme je vous l'ai montré dans la série sur Pygame, on importe toujours le module Pygame en début d'un sprite puisqu'on en aura besoin et après on crée une classe pour chacune de nos entités pour séparer la tâche de travail. Donc là la classe elle va s'appeler Player et elle va hériter de la superclasse présente dans pygame.sprite qui s'appelle Sprite. Donc un sprite, c'est un élément graphique du jeu qui peut interagir avec d'autres sprites et qui est quelque chose de non statique, contrairement au décor qui n'est pas un sprite par exemple. Donc là, je vais définir la méthode init, appeler la superclasse pour initialiser le sprite, sinon ça ne sera pas pris en compte par le jeu. Juste en dessous, on va ensuite récupérer le spreadsheet à ce niveau-là en faisant pygame.image.load et là, elle s'appelle player.png, cette image. À partir du moment où j'ai le spreadsheet, je peux par exemple me créer une petite méthode getImage qui va permettre de donner les coordonnées en X et en Y de l'image en question. Par exemple, si je veux le premier, je donnerai 0, 0 et ça va me récupérer ce morceau d'image. Donc pour ce faire, on va se créer une variable image qui sera égale à pygame.surface et je vais préciser entre crochets sa taille en largeur et en hauteur, 32,32. En dessous, on va faire un image
self.blit pour aller absorber notre self.spreadsheet et extraire un morceau. Donc je vais mettre en 0,0 pour ce qui est de la distance par défaut. Et juste après, on va spécifier encore entre parenthèses 4 informations, les coordonnées en X et en Y de l'image et à nouveau sa largeur et sa hauteur. Une fois que c'est bon, on peut renvoyer l'image qui a été découpée et on va pouvoir s'en servir. Pour ça, c'est très simple, self.image égale self.getImage et là, ce sera 0, 0, comme ceci. Lorsqu'on définit un sprite, on doit également faire en sorte de lui définir un rectangle qui est sa position. Donc là, self.rect égale mon image.getRect, comme ceci. Voilà, donc ça c'est des choses que j'ai déjà montrées sur la chaîne et je vous mettrai également la chaîne de TNTube qui se lance sur une nouvelle série de tutos Pygame et même des trucs assez avancés, donc je vous invite à aller voir et à vous abonner en masse, il fait vraiment du très bon contenu. Ceci étant dit, c'est bien beau d'avoir une classe player, maintenant on s'en sert pas encore. Donc il faut revenir dans notre classe game et ce qu'on va faire maintenant, ça va être de générer un joueur à partir de cette classe, de ce moule. Donc je vais faire une variable self.player qui est égale à une nouvelle instance de player. Donc ça, il va falloir l'importer comme ceci. Et après avoir instancié mon groupe de calque, je vais rajouter dans self.group le joueur en faisant un add de self.player comme ceci. Et ça va automatiquement se dessiner et prendre en compte aussi l'effet de zoom qui s'est fait. On essaye, je relance le code. Et là, regardez, on peut voir que j'ai bien mon joueur qui s'est rajouté avec sa toute première image. Alors comme vous le voyez, c'est pas super joli puisqu'on a ici un fond en noir. Et donc ça, on peut simplement l'enlever en rajoutant ici sur notre image un setColorKey en spécifiant ici 0,0,0. Et donc là, ça va enlever la couleur noire du fond. Et si je relance, regardez, je n'ai plus le problème. Donc là maintenant la question qu'on est en droit de se poser, c'est comment faire en sorte de placer le joueur au centre de l'écran. Puisque pour l'instant il est placé par défaut en 0,0 par rapport à la carte en elle-même. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est à notre joueur lui demander par défaut des coordonnées en X et en Y et enregistrer cela dans Position qui comprendrait ici un X et un Y qu'on aurait récupéré à ce niveau-là. Donc là, à partir du moment où on a la position, on peut définir ici une méthode update qui va être automatiquement appelée en permanence dans le jeu pour mettre à jour le sprite du joueur. Donc vous pouvez enlever si vous souhaitez ces arguments supplémentaires comme ceci. Et à ce niveau-là, pour mettre à jour la position du joueur par rapport aux valeurs qui sont ici, on va faire simplement self.rect.topLeft qui va prendre la valeur de la position actuelle de ce joueur en question. Donc là, vous voyez peut-être pas à quoi ça va nous servir, mais si maintenant je reviens dans Game et que je donne comme élément ici deux informations qui sont la valeur en X et en Y, je vais mettre par exemple 30 et 40, pourquoi pas. Et ce qu'il faut également faire, c'est avant de dessiner ici les entités de mon groupe, il va falloir ici faire une actualisation du groupe self.group.update, comme ceci. On essaye, je relance, et là regardez, mon joueur s'est bel et bien déplacé aux coordonnées souhaitées. Donc par exemple, je peux modifier les coordonnées, si je mets par exemple à 100 en X, ça va le déplacer beaucoup plus loin. De même en Y, si je mets par exemple 50, ça le déplace. Cette position de X et de Y qu'on définit en dur, on peut également la définir sur Tile directement en créant des objets. Donc vous pouvez revenir ici sur Tile à ce niveau-là et on va se créer un nouveau calque d'objet cette fois-ci que je vais appeler Object. On ne s'embête pas à ce niveau-là. Donc les objets, ce sont des éléments qui seront non visibles. Ça peut être par exemple une sélection particulière ou une position particulière qui va nous permettre de pouvoir par exemple placer un point où va apparaître le joueur ou même encore définir par la suite les collisions qui vont être ici l'eau, les murs et pourquoi pas les cailloux et le décor quand ce sera ajouté. Donc là pour placer un point, vous allez choisir cet outil, insérer un point et vous allez mettre l'endroit où vous souhaitez que le joueur apparaisse. Je vais par exemple le faire apparaître à ce niveau-là. Donc là, ce point par défaut, regardez, il n'a aucune propriété qui est définie. On peut lui donner si on veut un nom, je vais l'appeler par exemple player. Et je sais qu'à ce niveau-là, c'est ici où je devrais faire apparaître mon joueur. Si maintenant je veux récupérer ses coordonnées, donc la player
self.position. J'ai juste à récupérer mon TMX data et faire un get object by name et lui dire tu vas me récupérer l'objet qui porte le nom player. Donc à la place de 100, je vais mettre player.x et à la place de 50, player.y. Et ça se mettra automatiquement, j'aurai même plus besoin de passer par le code pour placer mon joueur. On essaye, je relance. Donc là, vous voyez que je ne vois plus le joueur. C'est normal, il est un petit peu plus bas. Donc, on va devoir recentrer la caméra sur le joueur et que ça le suit tout le temps. Donc, il nous suffit de faire un self.group.center et on va centrer ce groupe par rapport à self.player.rect. Donc, c'est parti, je relance et regardez, ça m'a bien centré au bon endroit, mais je ne vois pas encore le joueur. Alors, c'est simple, c'est notre histoire de calque. Je vous avais dit tout à l'heure que en fonction de l'endroit où on dessinait l'élément, ça ne se passait pas de la sorte. Donc il faut simplement changer ici le default layer. Par exemple, si vous mettez 3, on peut voir que le joueur est bien positionné puisque le niveau du calque a été changé. Il est passé au-dessus de notre route. Vous voyez qu'on commence à voir quelque chose qui ressemble à ce que vous connaissez, mais pour l'instant, on ne peut pas déplacer le joueur ni même interagir avec son environnement. C'est l'étape suivante. Donc en premier lieu, on va pas s'occuper des animations, mais on va s'occuper du déplacement de notre joueur. Donc pour se déplacer, on va utiliser les touches du clavier et on va faire en sorte que le joueur change sa position quand il va à droite, à gauche, en haut ou en bas. Pour ce faire, on va rajouter dans la classe Game une nouvelle méthode qui va permettre de contrôler les inputs, c'est-à-dire les entrées clavier. Donc là, je vais définir au-dessus de Run une méthode handleInput, comme ceci, qui va permettre de récupérer quelles sont les touches enclenchées actuellement. Donc pour les récupérer, je vais faire une variable pressed qui est égale à pygame.key.getPressed. Ça me récupère toutes les touches actuellement enclenchées par le joueur. Donc là, on va commencer dans un premier temps par récupérer les touches. Donc je vais vérifier si la touche enclenchée c'est pygame.kup, c'est qu'il essaye d'appuyer sur le O. Donc je vais pour l'instant afficher juste un message en mettant O. On met un elif et on va vérifier maintenant s'il va en bas, key down, et donc là je vais afficher bas. Donc là on continue, elif pressed pygame.kleft pour la touche de gauche, comme ceci. Et enfin le dernier, pressed pygame.kright pour la droite, comme ceci. Donc le handle input, il va falloir l'enclencher avant d'update les éléments. Donc là, self.handleInput, on va le déclencher à ce niveau-là. Je lance le jeu. Regardez, ici j'ai ma console et je vais pouvoir me déplacer. Regardez, là j'appuie sur la touche de droite, à gauche, en haut et en bas. Donc il a bien détecté les entrées clavier à ce niveau-là. Maintenant, il va falloir créer quelque chose pour déplacer et changer la position qu'on a définie ici dans le player, ok? Donc si je veux faire en sorte que mon joueur va à droite, je vais modifier sa position en X, donc de droite à gauche. Si je veux faire qu'il va en bas ou en haut, je vais modifier sa position Y, qui est de haut en bas. Donc ce qu'on va faire pour que ce soit le plus simple possible, c'est se créer différentes méthodes. Move right, qui va permettre de modifier la position en X. Donc là, c'est 0 et là, c'est 1. Donc je vais mettre ici 0 pour le X. Et je vais tout simplement lui ajouter, pour qu'il aille à droite, une vitesse. Donc par exemple 3. Pour aller à gauche, ce sera la même chose. Move left. Et là, on va faire self.position de 0 moins égale 3. Et pour le haut et le bas, c'est la même procédure. Mais on sera plus sur la position 0, mais on sera sur la position 1. Def move up, self.position 1, on va faire un moins égal. Et pour aller en bas, move down, on va faire un position 1 et on va ajouter cette fois-ci 3. Ok? Donc là, bien sûr, j'ai mis 3 ici en dur, mais si vous préférez faire une variable speed qui est égale à 3 et après lui donner à ce niveau-là, c'est tout à fait possible et c'est même mieux en termes de code. Donc là, pour l'instant, on a défini les méthodes pour aller dans différentes directions, mais elles ne sont pas encore rattachées aux entrées clavier qu'on vient de définir. Donc, au lieu d'afficher ici dans Game au bas, gauche, droite, eh ben, on va rattacher et enclencher ces différentes méthodes. Donc là, pour aller en haut, je vais simplement appeler self.player et faire un move up. Pour le bas, self.player.move
down, et ainsi de suite, de telle sorte à ce que ça vienne déclencher sur le joueur ces différentes touches clavier. Alors on pourrait encore le découper et simplifier ça, mais sachant que c'est un tuto pour les débutants, j'ai envie de rester sur quelque chose de relativement simple sur cette gestion des entrées clavier. On essaye, c'est parti, je relance le code, et là regardez, je vais pouvoir me déplacer de droite à gauche et de haut en bas, mais vous voyez que c'est vraiment très rapide. C'est simplement dû au fait que par défaut, la boucle du jeu s'exécute sans durée déterminée, et pour définir ça, on va simplement faire en sorte de changer les FPS de notre jeu. Pour ça, dans la méthode run, avant de définir la boucle du jeu sur true, je vais faire ici une clock qui va être un pygame.time.clock. Et cette clock va permettre de fixer le nombre de FPS à chaque tour de boucle. Donc là, j'ai mon while running. Et bah, avant de passer au tour de boucle suivant qui permet de déplacer et de rappeler handle input, bah, je vais faire un coup de clock.tick et définir ici, par exemple, 60 images par seconde pour mon jeu. Donc là, si je relance le jeu, vous allez voir que ce sera déjà beaucoup moins rapide puisqu'on a bridé le nombre de FPS par seconde. Donc si ça vous semble encore trop rapide, vous avez la possibilité de changer sur le joueur sa vitesse en mettant par exemple 2. Et là, vous verrez ce résultat se produire. Félicitations, vous avez fini la partie déplacement pour ce cas précis. Alors vous allez me dire, ok Graven, c'est top tout ça, mais ton joueur, peu importe où il se déplace, il regarde toujours au même endroit, dans la même direction. Alors comment changer tout ça? On pourrait très bien faire une animation détaillée en fonction des différentes directions, étant donné que notre spreadsheet le permet, on a à chaque fois 3 images par direction, mais la vidéo risque d'être beaucoup plus longue que prévu, donc je vous ai mis un tuto bonus dans la description pour ceux qui souhaitent faire cette manipulation. Pour les autres, on va simplement se contenter, lorsqu'on change de direction, de mettre la première image de chaque animation. Pour ce faire, c'est très simple. Vous allez vous rendre dans le player.py et on va définir ici un dictionnaire qui va stocker les différentes images avec à chaque fois leur direction. Donc là, on va mettre en premier la première image qui est ici down, donc quand le joueur regarde vers le bas, et on le récupère en faisant un get image de 0, 0, puisque c'est la première image. On passe à la deuxième, donc là il regarde vers la gauche, left, et ce sera self.getImage. Ici, les coordonnées en X, c'est toujours 0, parce que comme ce sont les premières images, elles sont alignées sur le même axe, donc c'est toujours 0 en X. C'est simplement le Y qui va changer. Donc là, c'était 0 pour le Y du premier, et là, ce sera 32, puisque chaque image fait 32 pixels. Donc c'est parti, 32. On passe à la troisième image qui est à droite, donc là, right, et même manipulation, on met 0, et on rajoute 32, donc on passe à 64. Enfin, la dernière, c'est l'image du joueur qui regarde vers le haut, qu'on va mettre up, et on fait un self.getImage de 0,96 cette fois-ci. Donc à partir de maintenant, on a défini les différentes images sur les différents axes de direction. Je vous propose maintenant de définir une petite méthode changeAnimation qui va permettre de définir en fonction d'un nom d'animation, l'animation à appliquer actuellement. Donc là, je vais récupérer mon image actuelle et la remplacer par ce que je vais trouver dans self.image en lui donnant la clé qui va être le nom que je passe en paramètre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je fais change animation et que je passe comme paramètre down, et bah ici c'est comme si je faisais self image de down. Et donc ça va aller chercher quelle est l'image associée à la clé down et donc me récupérer la première image qui sera chargée en amont. Voilà l'objectif. Donc à partir de maintenant, j'ai juste besoin d'appeler cette méthode. On peut donc revenir dans game et au moment où on applique le changement avec la touche, on va juste appeler self.player.changeAnimation et là, on va mettre du coup up, change animation down, change animation left et enfin change animation right, comme ceci. Donc à partir de là, ça va bien réaffecter l'image, mais le problème c'est qu'en réaffectant l'image, on va remettre le fond noir qu'il y avait derrière par défaut. Donc il va falloir faire une manipulation supplémentaire qui va se faire au moment où on affecte l'image, donc dans le change animation. En plus de faire le self.image ici, il va falloir faire un self.image .setColorKey en noir pour éviter que la couleur ne se remette. On essaye, je relance et là regardez, je vais pouvoir me déplacer dans les différentes directions. Donc ça fonctionne parfaitement, on a bien le résultat
attendu. On va attaquer avec la partie la plus importante de cette vidéo, celle qu'il ne faut pas négliger, c'est les collisions. Parce que pour l'instant, le joueur peut sortir de l'écran, peut traverser les murs ou même encore, il peut très bien marcher sur l'eau. Il n'a pas de limite particulière. C'est pourquoi on a directement sur Tile des outils pour le faire. Donc on peut retourner sur l'outil en question et toujours dans le calque d'objets, on a la possibilité de créer des rectangles qui vont permettre de définir où le joueur n'a pas le droit d'entrer. Donc là, vous choisissez cet outil et on va dessiner tout d'abord les murs. Et à chaque fois qu'on dessine un mur, on lui donne le type collision, comme ceci. Ce qui va nous permettre dans le code de récupérer tous les objets et de dire que si un objet est de type collision, alors on le met dans une liste et si le joueur entre dans un des objets de cette liste, il ne pourra pas entrer. On va faire pareil pour les autres murs. C'est parti. Je sélectionne collision, je sélectionne collision et enfin la dernière partie, pareil, collision. On va maintenant faire la partie avec l'eau. Alors attention, j'ai fait exprès de créer des rectangles d'eau pour que ce soit simple à faire avec un rectangle de collision. Maintenant, si vous avez un truc beaucoup plus tordu, il y aura besoin de polygones pour faire une vraie sélection. Pareil, petit tuto en description. Donc c'est parti, je fais ma sélection et pareil, on lui met le type collision. Vous pouvez créer plusieurs types si vraiment vous avez envie. Là, l'idée, c'est de faire un truc le plus simple possible pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Partie collision, vous voyez hein, ce genre de choses ici, c'est beaucoup moins précis alors qu'avec un polygone ce serait beaucoup plus pratique. Attention à ne pas prendre des morceaux de terre, sinon le joueur ne pourra pas traverser le petit pont de terre qu'on a fait. Parfait. Donc on en a fini avec la partie sur Tile, vous pouvez enregistrer ça et retourner sur PyCharm et on va pouvoir maintenant les récupérer dans la classe Game à ce niveau-là. Donc j'avais fait la génération du joueur et juste après on va pouvoir définir une liste qui va stocker les rectangles de collision. Donc je vais faire un truc self.walls, c'est ma liste qui est vide et on va récupérer tous les objets, donc je l'appelle obj mais on peut l'appeler objet, depuis tmxdata.object. Donc ça récupère tous les objets de ma carte. Maintenant, si l'objet que je récupère a comme type collision, alors ça veut dire que le joueur ne peut pas entrer à l'intérieur et donc je dois la rajouter dans ma liste de murs. Donc on va faire un self.walls.happen pour l'ajouter et on va définir ici un pygame.rect et le rectangle va prendre comme valeur les coordonnées en x et en y de mon objet obj.x, obj.y ainsi que sa largeur et sa hauteur. obj.width pour la largeur, obj.height pour la hauteur. Donc l'étape suivante, ça va être maintenant de vérifier que le joueur ne rentre pas en collision avec un de ses rects. Alors si on prend le rect du joueur comme point de repère, lorsqu'on va vouloir aller à l'extrémité, on ne pourra pas, on va se retrouver bloqué en fait. On va pas pouvoir aller au-delà de ça. Donc en fait, il faudra le faire sur les pieds du joueur pour vraiment qu'il puisse aller à l'extrémité, qu'on ait l'illusion qu'il puisse traverser le pont. Donc pour faire ça, on va retourner dans la classe player et on va définir ici un attribut fit qui va être les pieds du joueur, qui sera un nouveau rect qu'on va créer. Par défaut, on va le mettre en 0,0 et on le placera uniquement lorsque le joueur se déplace pour vraiment le fixer au pied du joueur, ce rectangle. Concernant la largeur de ce rect, ce sera la moitié de la taille de l'image du joueur, self.rect.width fois 0.5 par exemple, et sa hauteur, ce sera 12 pixels. On peut mettre plus ou moins si on veut quelque chose de plus ou moins détaillé. Vous allez ici simplement enregistrer un nouvel attribut, holdPosition, qui sera par défaut égal à la position du joueur, .copy. Le fait de faire copy va dupliquer les informations et ça va éviter de faire comme un simple égal une relation entre les éléments. Comme ça, si le joueur se déplace, ça ne va pas modifier le holdPosition. Le holdPosition va être modifié que à la position avant de se déplacer. Je sais que ça peut paraître un peu technique, mais regardez bien ces étapes et vous allez bien comprendre tout ça. On va se faire du coup une petite méthode saveLocation pour venir définir holdPosition avec la position actuelle du joueur.copy, même manipulation, mais cette fois-ci, le saveLocation, on pourra l'appeler avant de faire le déplacement pour mémoriser cette information. Côté du update, il va falloir récupérer le fit, les pieds du joueur, et positionner le bas de ses pieds par rapport
au rectangle self.rect.midBottom. Une fois qu'on a fait ça, il nous faut également une petite méthode moveBack qui permettra, lorsque le joueur entre en collision, de se replacer à la position avant qu'il y ait eu une collision. Donc là, c'est très simple. On va juste récupérer le code pour mettre à jour la position du joueur. Et juste avant, on va définir que la position actuelle du joueur va prendre la valeur de son ancienne position qui se replace en arrière. Donc on peut retourner maintenant dans la classe game et on va ici se définir une méthode update qui va faire tout le travail d'actualisation du groupe. On peut remettre ici self.groupUpdate. Mais juste en dessous, on va pouvoir également faire la vérification de la collision avec l'environnement. Donc là, il me suffit de faire une boucle pour vérifier dans ma liste de sprites si self.group.sprite contient un sprite avec la propriété fit qu'on a créé au préalable qui doit entrer en collision avec un élément de la liste self.walls. Et donc là, on considérera que la valeur sera supérieure à -1. C'est ce qui nous sera renvoyé comme information. Donc il nous suffit simplement à ce niveau-là d'effectuer un coup de sprite.moveBack, sa méthode pour revenir à la position avant le déplacement. Donc maintenant pour intégrer ça, on n'a plus qu'à descendre dans la méthode run. On va remplacer ici le group.update par update. Et avant de faire le handle input, avant que les touches enclenchent le fait de se déplacer, on va mémoriser la location du joueur en faisant player save location. Tout simplement, on essaye, je relance le jeu et à partir de maintenant, lorsque j'entre en collision avec un de ces objets, on peut voir que je ne peux pas aller plus loin. Donc ça fonctionne parfaitement, on a réussi cette nouvelle partie. Passons maintenant à la suite. On va rajouter un peu de décoration à notre environnement par rapport au tileset de base. C'est parti. Vous allez retourner sur Tiled et on va se créer ici un nouveau calque de tuiles qui va être pour les décorations qui vont être en quelque sorte statiques. Donc là, vous pouvez modifier l'ordre si vous le souhaitez. On va commencer pourquoi pas par sélectionner ici un arbre pour le placer à un endroit stratégique. Voilà, donc vous allez placer quelques arbres où vous le souhaitez. Par exemple ici, tac, tac, quelques arbres ici et encore un ou deux ici. On va mettre également les petits troncs d'arbres ici, ici et ici. On a également un panneau que je vais mettre vraiment entre les différents chemins. Et enfin, on va compléter avec des petites fleurs, des petits champignons, ainsi qu'un ou deux rochers. Parfait, donc on peut très bien enregistrer ceci, je relance et là on peut voir que j'ai bien ma végétation qui s'est ajoutée. Malheureusement je peux encore traverser les éléments, donc il me faudra rajouter les rectangles de collision pour bloquer cela. Donc c'est parti, on revient sur Tiled et je vais retourner sur le calque d'objets, très important. Donc là on va faire des sélections rectangulaires et on va commencer par les troncs des arbres puisque c'est eux qui vont faire la collision. On pourra quand même passer derrière l'arbre, mais ici on ne pourra pas passer devant. Donc on lui met le type collision et on va faire ça pour tous les arbres. C'est parti. Parfait, on va faire la même chose sur les autres éléments comme les troncs, les rochers et le panneau. Et voilà, on a complété ces collisions. Et à partir de maintenant, lorsque j'entre en collision avec un de ces objets, on peut voir que je ne peux pas le traverser puisqu'on lui a rajouté son rectangle de collision. Néanmoins, on a encore un problème, c'est qu'en traversant cet élément, on peut voir qu'on passe derrière. Pareil pour les autres éléments de décoration. Il va falloir donc faire en sorte de changer le calque par défaut où sera positionné notre joueur pour éviter cette problématique. On revient donc dans Game et ici, on a notre default layer qui est sur 3. On va le mettre par exemple sur 4. Je relance et à partir de maintenant, lorsque j'entre en collision, on peut voir que je n'ai plus cette problématique. Donc ça fonctionne parfaitement. On va maintenant pouvoir passer à la dernière partie de cette vidéo, c'est l'ajout des structures et de bâtiments. On va placer une ou deux maisons et on pourra rentrer à l'intérieur. Pour ce faire, vous allez vous rendre dans la description et je vous ai mis un lien vers cette image. Donc je suis allé chercher plein de morceaux de tileset pour en créer un que ce soit le plus simple pour vous, avec deux maisons qui ont été créées par Mobius, ainsi que plein d'éléments d'intérieur qu'on pourra rajouter dans chacune des maisons. Donc là, vous allez faire un clic droit pour enregistrer l'image sous.
et on la met dans notre projet. Elle s'appelle déjà House. On peut faire enregistrer. On va maintenant pouvoir retourner sur Tiled et on va rajouter un nouveau jeu de tuiles à notre projet. Pour ça, vous allez faire fichier, nouveau jeu de tuiles et on va aller parcourir les ressources pour aller chercher le tileset avec tout ce qui concerne la maison. On n'oublie pas de choisir une couleur de transparence. Donc par défaut, si vous la choisissez comme ça ne va pas fonctionner parce qu'il y a une couche alpha blanche qui se rajoute. Donc vous allez choisir ici la couleur blanche et vous faites OK. On peut ensuite enregistrer ça et le mettre dans notre projet, comme ceci. On peut maintenant retourner dans notre carte.tmx et là, on a un deuxième onglet jeu de tuiles avec cette fois-ci tout ce qui concerne la maison et on retrouve tous nos éléments. Donc là, vous allez pouvoir créer un nouveau calque de tuiles qu'on va appeler House et qui va concerner toute cette mécanique avec les structures. Je vais prendre ici les tuiles de la maison et on va la placer par exemple ici. On peut en mettre si on veut une deuxième à ce niveau-là. Et pourquoi pas une deuxième catégorie de maison pour changer un peu qu'on va mettre ici. Donc vous voyez, on commence à avoir un résultat qui se rapproche de ce qu'on pourrait retrouver dans certains jeux RPG. Donc là, on va pouvoir enregistrer ceci et on va directement faire la mécanique de collision. Comme ça, elle est prête. Donc vous allez pouvoir aller dans Objet et toujours avec l'outil rectangle, on va faire une collision à partir de la moitié de la maison. Comme ça, par la suite, on pourra faire une mécanique pour passer derrière. Et ça rajoute du réalisme à votre jeu. Comme d'habitude, on lui met le type collision, ainsi que la même chose pour les autres constructions. C'est parti, collision, toujours à la moitié. Et à ce niveau-là aussi, on coupe à la moitié et on fait collision. Parfait. Donc vous pouvez enregistrer et si maintenant je reviens sur mon jeu, je relance et regardez, j'ai bien mes petites structures qui se sont ajoutées, mais on retrouve la problématique de tout à l'heure. Il faut juste décaler le numéro du calque de 1 puisqu'on est sur un calque supplémentaire. Donc au lieu de mettre 4, je vais mettre ici 5. Donc je relance. Et là, si je teste, on va voir que je n'ai plus le problème. Je ne passe plus devant, mais je peux encore passer devant et derrière les autres structures car ils sont sur un autre calque. Alors là, vous allez me dire, mais Graven, c'est super tout ça, mais comment on va faire pour rentrer à l'intérieur de ces bâtiments? Et bien d'abord, il va falloir designer l'intérieur de chaque maison. On va en faire qu'une seule. Si vous voulez faire la deuxième, pas de problème. Donc vous allez retourner sur Tile et on va se rendre dans Fichier, Nouveau et faire une nouvelle carte à ce niveau-là. Donc là, on peut changer ici le nombre de tuiles. Comme la carte est plus petite puisqu'on est sur l'intérieur d'un bâtiment, vous allez mettre par exemple 25 par 25, ça suffira amplement. On enregistre et le fichier TMX va s'appeler simplement House, comme ceci. Et donc à ce niveau-là, on va maintenant pouvoir créer l'intérieur de la première maison ici. Donc pour ça, on va renommer le calque de tuiles en background. On peut l'appeler aussi floor, puisque ça va être le sol de cette maison. Et pour le sol, je vais partir sur cette tuile. Donc comme tout à l'heure, vous pouvez très bien utiliser l'outil de remplissage de forme. Donc là, regardez, on va pouvoir faire le sol comme ceci. Je vais rajouter un nouveau calque de tuiles pour les murs, en utilisant ce qu'il y a juste ici. Donc pareil, on peut utiliser ici l'outil de remplissage de forme pour les côtés du mur. Et pareil pour le haut, pour avoir quelque chose de la sorte, comme ceci. Pour ajouter un peu de volume, on peut très bien utiliser cette tuile à ce niveau-là, qu'on va intégrer comme ceci. Hop, ça nous donne un peu de différence. Et on va pouvoir ensuite créer un nouveau calque de tuiles pour les éléments qui sont à l'intérieur. Donc par exemple, je vais déjà placer la fameuse porte de sortie qui est ici en 2 tuiles. Je vais repasser sur le mode tampon et on va la mettre à ce niveau-là. Et donc là, je vous laisse designer la maison comme vous le souhaitez. Par exemple, je vais mettre une petite télé, ici un lit, des petites bibliothèques comme ceci, tac, tac. Pourquoi pas une petite table à manger avec pourquoi pas un calque pour mettre le tapis. On va mettre en avant-dernier, pourquoi pas à ce niveau-là. Et pourquoi pas d'autres éléments par la suite qu'on peut venir rajouter, voilà, des petits éviers et tout. Je vous le redesignerai un petit peu pour avoir quelque chose de sympathique, comme ceci. Tac. Donc là, comme on l'a fait sur la carte précédente, il va falloir ajouter un calque d'objet pour les collisions. Donc vous créez un nouveau calque d'objet qu'on va appeler Object. Et pareil, vous lui dessinez ces rectangles de collision. Parfait, vous avez fini cette
partie. Maintenant, il va falloir faire en sorte que lorsque le joueur entre dans la maison, on puisse changer de carte pour arriver sur cette interface. Pour ça, on a deux choses à faire dans un premier temps. Première étape, dans la carte, on va devoir définir l'entrée de la maison. Donc ici, on a la petite porte. On va dire que lorsque le joueur entre dans la zone où il y a la porte, eh bien, on change de carte. Donc toujours dans le calque d'objet, vous définissez ici un rect qui va dépasser un petit peu et on va lui donner comme nom Enter House, comme ceci. Je vais mettre ici un petit point de spawn si le joueur sort de la maison. On pourrait très bien le faire avec des calculs, mais c'est pour simplifier la démarche ici. Donc je lui donne comme nom Enter House Exit. Et pareil du côté de la maison, on va devoir définir un rect à ce niveau-là pour la sortie de la maison. Donc je vais lui donner comme nom Exit House. Et on va lui mettre un petit point devant qui va s'appeler Spawn House. Je retourne sur mon code et à partir de maintenant, il va falloir gérer cette mécanique. Donc tout d'abord, dans la classe Game, on va simplement ici définir le rectangle de collision pour entrer dans la maison. Donc pour faire cela, je vais faire un enter house qui sera égal à tmxdata.getObjectByName enter house. Et dans enter house, j'aurai les coordonnées du rectangle en x, en y et la hauteur et la largeur. Donc là, je vais faire un self.enterHouseRect qui sera égal à un nouveau PyGameRect. Et là, on fait enterHouse.x, enterHouse.y, ainsi qu'enterHouseWidth et enterHouse8. À partir du moment où on a ce rectangle, on va pouvoir détecter quand le joueur entre dans cette zone. Donc là, c'est très simple. On va le faire dans le update. On avait fait pour vérifier les collisions. Et on va pouvoir ici vérifier l'entrée dans la maison en faisant un if self.player.fit.collideRect et le rect c'est self.enterRectHouse. Donc ça, c'est dans le cas où le joueur entre dans la maison. Si c'est le cas, on va faire appel à une méthode switchHouse qui pour l'instant n'existe pas. Donc on va la créer juste au-dessus, switchHouse, et elle va simplement charger l'autre carte. Donc on va juste reprendre le code qu'on a déjà fait pour charger la carte tout en haut à ce niveau-là et le coller à l'intérieur. Donc la carte à charger à ce niveau-là, ça va être house.tmx. À ce niveau-là, pas besoin de régénérer le joueur, mais on régénère les collisions par rapport à cette nouvelle carte qui est maintenant l'intérieur de la maison. Et cette fois-ci, Enter House, ce sera en fait la sortie qu'on a appelée dans notre cas Exit House. Donc vous pouvez donner un nom un peu plus générique ici si vous le souhaitez. Donc là, je duplique le switch house et à la place, on va l'appeler switch world, comme ceci. Alors, on pourrait faire quelque chose de plus optimisé, mais comme c'est un tuto qui est réservé pour les débutants, je voulais rester sur quelque chose de simple. Si vous voulez le refactoriser, mettez votre code dans l'espace commentaire. Donc là, on va l'appeler carte.tmx. Tout ce qu'il y a ici ne change pas. Par contre, ce qui va changer, c'est le rectangle de collision qu'il faudra remettre par défaut sur Enter House, car c'est le rectangle pour la collision avec la porte qu'on remet par défaut. Et pour ce qui est du point de spawn, ce sera le point de spawn devant la maison. Enter House Exit. Donc vous pouvez ici inverser le signe pour ajouter 20 pixels afin que la téléportation se fasse un petit peu plus basse que la porte en elle-même pour pas qu'on reste glitché dans la porte car il y a la collision. Donc là on peut dupliquer le code en question et cette fois-ci on vérifie qu'on est dans la map house, qu'on est dans la maison et qu'on entre en collision avec le rectangle qui permet de sortir de cette dernière. Si cette condition est vraie, alors on peut rebasculer sur le monde standard et la map est égale à world, comme ceci. On essaye, je relance le programme et si maintenant je tente de me rendre dans la maison, ça fonctionne. Donc là je peux me balader, il y a les collisions qui se font et si j'essaye de sortir, on peut voir que je reviens au point initial. Donc ça fonctionne parfaitement, on a réussi l'objectif de cette partie. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. En tout cas, j'espère que cette vidéo a été assez complète pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. On se retrouve très bientôt pour le clip des 200K. C'était Graven, ciao à tous et à la prochaine. Hey.